seul grand juge après le grand maître du monde, l'a consacré premier d'entre tous les compétiteurs. En 2006, elle a investi d'une mission à rénover son destin, lui changer la trajectoire de l'abîme où le conduisait la mauvaise assimilation par les hommes politiques de la démocratie. Une démocratie sans contenu économique qui de ce fait condamnait le peuple à un avenir sans lendemain. Son programme, adossé à une vision, celle d'inscrire le Bénin au registre des pays à économie florissante, prône le changement. Ça peut changer et ça doit changer. Il en a la conviction et s'est employé à inscrire le changement dans le réel et le quotidien du peuple. Parti dès le début à une vitesse de croisière, on croyait que la machine allait s'essouffler, chemin faisant. Mais contre toute attente et porté par la volonté et la rage de marquer de façon positive et durable son passage, la machine Boniaï a actionné son turbopropulseur avec une accélération à rompre le souffle, sacrifiant sa vie familiale, se privant de repos et de loisirs, car il veut aller loin, très loin dans son ambitieux programme, pour qu'à l'heure du bilan, il puisse affronter fièrement le regard de ses concitoyens et voir leur jugement. Tous les présidents qui ont conduit le Bénin avant Yahi Boni, là, je n'ai pas constaté quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, il a constaté qu'à son arrivée, il a pu régler le problème de la pauvreté. Tout d'abord, microfinance, ce qu'il a organisé comme microfinance, là, moi, il a apprécié. Et la gratuité de césarienne et la gratuité de l'école aussi. Ça vraiment, j'apprécie. Ça, c'est une bonne chose. Parce que avant, je connais certaines femmes qui n'ont rien, bon, même pour vendre le pure water qu'on a communément appelé, c'est-à-dire l'eau glacée, là, ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, à travers 30 000 francs, bon, elles sont devenues quelque chose aujourd'hui. J'ai constaté que vraiment il y a de développement. Yahi Boni, bon vent à lui. On est resté à l'aise avec Yahi Boni. C'est très important, plus que l'argent. Il a amené l'amour. Le peuple est uni. C'est ça un chef d'État. Tu comprends ce que je dis? C'est très important. Au moins sur ce plan, moi je lui donne 20 sur 20. Le bilan est positif parce que vraiment, il a fait vraiment pas mal d'action. Parce que c'est un président où, sur tous les plans, il veut avoir la réussite. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Quand il entend qu'il a tel problème à tel endroit, quand il a problème à tel endroit, non, il le fait. On ne peut pas dire que le bilan est positif. Le bilan est positif. Et notre souhait est que son successeur continue aussi dans cette lancée. Parce qu'il a mis des projets en place. Mais à son arrivée, qu'il continue aussi dans cette lancée-là. Là, ce serait bien. Le président Yahi Boni est bien respecté au niveau de l'Afrique en ce qui concerne comment gérer la politique au niveau de l'Afrique. Vous le savez qu'il est le président de l'UEMOA et en ce qui concerne le Bénin, nous sommes vraiment très fiers de la stabilité macroéconomique de Bénin, la croissance économique de Bénin, c'est très fort. Et ce qu'il fait au Bénin, c'est très important. Il m'avait parlé concernant l'énergie, et l'énergie, c'est très, très important. Pour nous, au niveau de la BAD, nous avons commencé à travailler pour lancer ce qu'on appelle New Energy Deal pour l'Afrique, qui va soutenir tous les pays membres dans le secteur énergique. Vous savez que si on résout les problèmes énergiques, on va résoudre beaucoup de choses. Votre leadership personnel, Monsieur le Président. Votre leadership a fait une différence énorme. Les États-Unis se trouvaient dans une situation semblable. Ça peut sembler être il y a 1 million d'années, mais lorsque le président Franklin Roosevelt, était ici dans cette salle, la salle du traité amérindien, et
Aux États-Unis, la grande majorité des habitants de la zone rurale n'avaient pas d'électricité non plus. Et il a fait ce qui, en dollars d'aujourd'hui, représenterait des milliards de dollars d'investissement dans ce que l'on appelait la TVA, l'association de la vallée du Tennessee. Et pour la première fois, des millions d'Américains ont obtenu l'électricité. À l'époque, pratiquement 50% des Américains vivaient dans les zones rurales, dans les exploitations agricoles. Si ma mémoire est bonne, cela leur a amené l'électricité, mais cela fait autre chose. Pour la première fois, cela les a habilités, cela les a aidés à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire auparavant. Et je pense que parfois, ceux qui travaillent directement au sein du gouvernement ne comprennent pas tout à fait ce que je comprends et ce que le président comprend. C'est qu'il faut donner espoir à la population, que parfois, ça, c'est plus important que les aider directement. Et dans ce cas-ci, on fait les deux choses à la fois. Vous faites les deux choses à la fois. Et ça va transformer votre pays. Ça change tout. Ça a le potentiel de tout changer. Et je suis très très optimiste quant à votre avenir. Les témoignages élogieux montrent que le peuple a vu juste en confiant son destin à ce grand banquier qui a répliqué les prouesses faites à la tête de la plus grande institution financière sous-régionale, la BOAD, une banque à laquelle, en tant que président, il a conféré un rayonnement mondial par des réformes intelligentes et profondes. Homme de réforme, il sait que c'est la seule voie pour rendre le changement prôné visible et vécu. Il inaugure un train de réforme et engage des mesures d'assainissement du cadre macroéconomique. La tâche n'a pas été aisée, mais les résultats étaient au rendez-vous. Au bout de quelques mois, les caisses de l'État asséchées par la fraude, l'évasion fiscale et autres pratiques anti-économiques baignent dans la surliquidité grâce aux réformes engagées. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de réformes ont été conduites dans notre pays et ces réformes ont eu des effets extrêmement puissants sur les agrégats macroéconomiques. En dehors de la politique d'endettement et de gestion de la dette publique, qui est une réforme majeure et qui est issue de l'internalisation du règlement numéro 9 de 2007 de l'UEMOA sur la dette publique, il me plaît de citer ici trois autres réformes en raison de leur lien particulier avec la gouvernance économique et financière. La première réforme dont je voudrais parler est la reddition à bonne date des comptes annuels de l'État. Il convient de rappeler ici que pendant plusieurs années, la production et le vote des lois de règlement accusaient plusieurs années de retard. C'est ainsi que la loi de règlement de l'année 2001 n'a été votée qu'en 2009. Donc, conscient de ces dysfonctionnements, le gouvernement, en collaboration avec les autres institutions de la République concernées par ce dossier, à savoir la Cour suprême et l'Assemblée nationale, ont pris des mesures courageuses pour essayer de corriger l'ensemble de ces retards. Et je peux vous annoncer que cela a permis de faire voter la loi de règlement de l'année 2014 au cours du mois d'octobre 2015, ce qui indique que l'ensemble des retards accumulés a été largement rattrapé. La deuxième réforme que je voudrais mentionner, c'est l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de réforme de l'administration douanière. L'objectif de cette stratégie est de renforcer les capacités de l'administration douanière pour la mise en œuvre efficace de ces 5 fonctions essentielles que sont la gestion des risques, la maîtrise de la valeur en douane, les contrôles avant dédouanement, les contrôles après dédouanement et les contrôles des régimes douaniers. Et enfin, la dernière réforme que je voudrais mentionner est la mise en œuvre progressive de l'identifiant fiscal unique, ceci afin d'élargir l'assiette fiscale et de lutter contre la fraude. En général, les deux réformes
majeurs qui concernent les régies financières ont permis d'accroître significativement le rythme de mobilisation des recettes publiques dans notre pays, ce qui a permis de faire passer les recettes totales de l'État de 400 milliards environ au cours de l'année 2006 à près de 850 milliards attendus pour la fin de l'année 2015, soit donc un doublement à peu près de ce qui avait été engrangé au cours de l'année 2006. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Le grand réformateur en a conscience et en appelle chaque fois au réarmement moral, au changement de mentalité de tous pour inscrire dans la durée les résultats heureux obtenus. Les réformes constitutionnelles sont l'autre chantier ouvert par le réformateur dans la perspective de rénover en profondeur la vie économique, politique et sociale. Malgré toutes les assurances données et sa bonne foi chaque fois proclamée, tant devant le peuple que devant les grands décideurs de ce monde, le réformateur sera incompris. J'ai placé mon second et dernier mandat présidentiel. Une campagne de désinformation et d'intoxication a figé le projet de loi portant révision de la Constitution introduit au Parlement en 2008-2009 dans l'infécondité. Le projet de loi n'a pas prospéré. Pourtant, il était porteur de nobles ambitions. Léguer à la postérité un pays de paix, stable, un pays qui dispose dans son arsenal juridique les outils légaux pour combattre la corruption et rendre imprescriptibles les crimes économiques. Le port de Cotonou, le poumon de l'économie nationale et la fenêtre des pays de l'Interland sur le monde extérieur, est l'une des cibles privilégiées de ces réformes. Le gros bazar qu'était ce port n'était pas compatible avec ses ambitions. Pour le succès des réformes, il inaugure un ministère dédié à l'économie maritime, devenu le laboratoire des idées, actions et réformes qu'il inocule au port de Cotonou pour le rendre compétitif, attractif et répondant à ses ambitions. Pendant longtemps, on a parlé de guichet unique au port de Cotonou, mais c'était un assemblage. Voyez-vous, c'est comme si on fait un assemblage de caisses, de plusieurs caisses qui s'étalent, puisque ce qu'on a voulu régler comme problème, c'est que dans le temps, avant de faire sortir une marchandise, il fallait passer de bureau en bureau et d'institution en institution. Il fallait passer également, comme nous le disons souvent, il faut traverser toute la ville. Parce que les institutions n'étaient pas en un point géographique unique. Donc, les gens qui commandaient sur Cotonou devaient faire ce calvaire-là. Alors, on a trouvé bon de mettre le guichet unique. Mais ce qui avait été fait dans le temps, c'était que toutes ces caisses avaient été rassemblées en un seul point, mais les caisses existaient. Et donc, c'est vrai qu'on a réduit un peu la distance, puisque en un point, on pouvait passer de caisse en caisse, mais le gouvernement a jugé utile d'aller plus loin. En allant plus loin, par la création de ce qu'on appelle le bordereau de frais unique, ce que généralement on appelle le BFU, vous avez ce BFU, vous vous adressez, vous allez à la banque, en un seul guichet, et vous payez tous les frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 4, 5 ou 10 institutions, selon le type de la marchandise, émettent leurs factures, ces factures sont transcrites sur un seul document. Ce document que vous avez sans vous déplacer, parce que vous pourrez
c'est sur Internet, c'est une plateforme. Et donc, en ligne, il suffit de générer. Vous dites, voilà, nous avons tel document, nous avons telle marchandise. Vous l'envoyez dans le système de la douane crée, génère le BFU. Ça passe par le guichet unique Ségub qui, évidemment, dispatche à tout le monde. Et chacun devrait introduire sa facture sur ces documents, ça revient, et puis cela vous est renvoyé. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer de votre bureau. Vous avez votre facture, et si vous êtes bien organisé de votre bureau, vous pouvez commander à la banque de faire les paiements. Vous voyez? Donc, ça réduit sensiblement la durée de transaction, c'est-à-dire la durée de passage de la marchandise au port de Cotonou. Et ça réduit également les coûts, parce que du coup, les faux frais, étant entendu que les contacts physiques ont été supprimés pour l'essentiel, les coûts également, les coûts de passage portuaire ont été réduits. C'est très important, c'est des effets bénéfiques. Je donne un exemple. Avant ce guichet unique, on était à minimum 21 jours et parfois au-delà pour faire sortir la marchandise. Mais aujourd'hui, nous sommes à moins de 3 jours, parfois même une journée et demie. Et si le transitaire est bien organisé, même en 1 heure, il peut déjà payer et enlever sa marchandise. Cela d'ailleurs a permis au port de Cotonou d'obtenir un prix à l'international, le premier prix à l'international, et qui a fait d'ailleurs la fierté du Bénin, qui l'a propulsé également, parce que le Bénin avait été connu un peu partout. Il y a eu également un certain nombre de réformes au niveau du port autonome de Cotonou. Il fallait vraiment mettre en place un système de gestion, de gouvernance moderne. Jamais le port de Cotonou n'a pu franchir la barre des 2000 navires. En 2014, nous étions à 2049 navires. Jamais le port de Cotonou n'a pu franchir la barre des 9 millions de tonnes. Nous étions à 10 500 000 tonnes métriques à fin 2014. Il y a un certain nombre d'indicateurs que nous regardons de près. 1. Le temps d'attente des navires sur rade. Avant ces réformes, les navires peuvent attendre 1 mois, 2 mois, parfois même 3 mois. Aujourd'hui, le plus ancien sur rade, c'est à peine 5 jours. Nous avons été fortement accompagnés à ce niveau par le chef de l'État, ça il faut vraiment le souligner, qui a poussé avec nous, qui nous a vraiment appuyé à demander aux surtout manutentionnaires de s'équiper, ce qui a été le cas et qui a permis, et ça je vais vous donner un autre chiffre. Avant ces réformes, c'était à peu près, bon, au plus, au mieux des cas, 300, 400, au plus 500 camions par semaine pouvaient entrer et sortir du port de Cotonou. Mais avec ces réformes, nous sommes passés à plus de 1000 camions par jour. Je ne dis pas semaine, par jour. Ce qui fait donc un mouvement d'au moins 5000, minimum 5000 camions qui sont accueillis en une semaine, contre 500. Donc nous avons multiplié par 10, voyez-vous, la capacité d'accueil du port, par cette organisation qui est passée par les réformes, absolument. Bon, ça, je vous ai donné la moyenne, mais tenez-vous bien, nous sommes allés à 2000, il y a quelques jours, nous sommes allés à 2005 véhicules en une journée. 2005 camions qui sont... Camions, je ne vais pas parler des petits véhicules. 2005 camions qui sont rentrés, qui sont traités et qui sont sortis dans la même journée. Et je vais vous dire ce que, pas seulement le Bénin gagne, mais ce que les partenaires du port également gagnent. Le Bénin, c'est
l'accroissement des recettes douanières. Je ne vous dirai pas combien par jour, mais ça s'est multiplié par 2, 3, au moins, même jusqu'à 4, parfois à 5, selon le jour, enfin, l'activité du jour, les activités du jour. Donc c'est déjà un effet bénéfique pour la caisse de l'État. Les impôts également. Je parle seulement de la douane, là. Les impôts également, vous voyez, ça suit. Là, quand la douane, les frais augmentent, au niveau des impôts aussi, ça augmente. Et puis, les frais des autres partenaires également, ça augmente. Maintenant, je vais vous dire ce que les partenaires gagnent. Lorsque un navire vient au port, dans un port, bon, déjà à partir de la rade, c'est-à-dire la situation que nous avons qualifiée de situation d'attente, que le navire travaille, ou qu'il ne travaille pas. Bon, travailler ou ne pas travailler, ça veut dire décharge ou ne décharge pas. Il dépense au moins entre 10 000 et 15 000 dollars. Ce qui fait entre 5 millions et 7 500 de francs CFA par jour. Ce qu'on appelle le daily cost. Donc c'est le coût journalier pour le navire, qui travaille ou qui ne travaille pas. Alors,